Bien, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis le colonel Arnaud Goujon, je suis le chef du bureau plan de l'état-major de l'armée de terre. Je suis très content de commencer cette journée parce que voilà, c'est une des toutes premières conférences, c'est la première conférence prospective de l'état-major de l'armée de terre, pendant laquelle j'évoquerai la façon dont l'armée de terre, qui vient à peine de commencer sa modernisation avec Scorpion, commence déjà à travailler son système de force future. Je vais volontairement restreindre mon propos à 20-25 minutes environ, de manière à garder une demi-heure pour les questions. Voilà. Et so you have a translation normally. I'll be able to answer questions directly in English if convenient. Translation works? Okay. Merci. Je vais pour commencer vous parler de cette très grande transformation qui commence pour l'armée de terre, puisqu'entre 2020 et 2040, l'armée de terre conduira un renouvellement de la quasi-totalité de ses systèmes de combat. C'est une transformation qui va se faire en deux temps. Un premier temps avec le programme Scorpion, qui a commencé et qui court jusqu'en 2030. Le programme Scorpion concerne les segments médians et légers de nos forces terrestres, c'est-à-dire les véhicules dont le poids n'excède pas 25 tonnes. Ensuite, de 2030 à 2045, viendra Titan, cette fois-ci centré sur le segment lourd. La transformation Scorpion, elle a été imaginée dès les années 1990 avec l'élaboration d'une vision stratégique sur nos engagements futurs, en particulier à partir de l'intuition de ce qu'on appelait à l'époque le champ de bataille connecté. Cette vision qu'on avait fixée en 1999 a ensuite donné lieu à toute une série de développements technologiques, puis de développements capacitaires. C'est le programme Scorpion, avec les premières livraisons qui nous sont arrivées en 2019. C'est la démarche que vous voyez courir sur une vingtaine d'années sur la partie gauche de la diapositive. L'idée de Scorpion, c'était de renouveler simultanément et de manière cohérente nos blindés légers et nos blindés médians, ainsi que leur connectivité, de manière à mettre sur pied, à élaborer une nouvelle forme de combat accéléré et plus performant qu'on appelle le combat collaboratif. Alors je ne m'étends pas plus longtemps sur le combat collaboratif parce que vous aurez mercredi en début d'après-midi une conférence spécifique sur la vision de l'armée de terre sur le combat collaboratif qui permet d'aller dans les détails en particulier techniques. Cette transformation Scorpion qui a été initiée il y a plus de 20 ans est aujourd'hui une réalité puisque nos premiers véhicules nous ont été livrés il y a bientôt 3 ans et que nous avons déjà un groupement tactique, un battle group qui est engagé dans l'opération Barkhane au Sahel depuis l'an dernier. Alors, forte de ce succès, avec la concrétisation du programme Scorpion, et puis surtout sans attendre sa pleine réalisation, l'armée de terre doit déjà réfléchir à la phase suivante. La phase suivante de la modernisation, ça sera le renouvellement du segment lourd à partir de 2040, en particulier les chars de bataille, l'artillerie et nos hélicoptères de combat. Pour bien penser cet horizon 2040-2045, nous avons décidé de reproduire la même démarche que celle que nous avions amorcée de 1999 à 2019 avec Scorpion. Et c'est la flèche que vous voyez sur la droite. Nous avons posé une vision stratégique de notre environnement opérationnel futur dans un document qui s'appelle Action terrestre future, qui a été posé en 2016, dont nous avons déduit les caractéristiques principales du champ de bataille de 2040, que je vous exposerai juste après. Et nous commençons à penser notre réponse capacitaire à partir d'un concept que nous avons baptisé Titan et qui a été posé fin 2021. Ce concept va de nouveau se décliner dans une série de développements technologiques, puis en développement capacitaire, pour devenir des programmes d'armement, des systèmes à l'horizon 2040. Donc actuellement, nous sommes dans une phase d'orientation du besoin. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors à l'origine de notre besoin de transformation, pourquoi y a-t-il besoin de penser notre horizon 2040 différemment de la manière dont on a pensé notre programme Scorpion?
C'est avant toute chose parce que le contexte stratégique et opérationnel sera sensiblement différent d'aujourd'hui. Au niveau stratégique, les deux grandes caractéristiques de notre environnement seront d'une part le retour des grandes stratégies de puissance et le retour des engagements de grande ampleur, notamment pour nous, États occidentaux. La deuxième tendance, c'est la diffusion de technologies entre les États et parmi les acteurs privés, l'accélération de l'évolution technologique, l'accélération de la diffusion, en particulier pour tout ce qui concerne ou ce qui est interfacé avec le numérique. La principale conséquence sur le plan opérationnel, c'est la fin du confort dans lequel nous avons opéré depuis une trentaine d'années avec ce que nous appelons le confort opératif, le fait qu'au niveau haut des opérations, le risque est parfaitement maîtrisé. Les grandes caractéristiques que nous voyons pour le champ de bataille 2040 commencent à apparaître dès aujourd'hui, mais elles seront singulièrement plus sensibles, plus fortes que ce que nous commençons à avoir sous les yeux. Alors tout d'abord, le champ de bataille sera plus contesté, avec la multiplication et surtout la diffusion des capacités de déni d'accès, tous les milieux, terrestres, aériens, navals, électromagnétiques. Cela signifie que nous devrons pouvoir intégrer des effets de tous les milieux, donc terre, air, mer, cyber, espace, pour concentrer notre puissance et gagner l'accès au champ de bataille. Nous devrons aussi développer des forces résilientes, qui est une caractéristique plus essentielle que jamais, parce que d'une part, nous n'accéderons pas à ce champ de bataille sans prendre des coups, mais d'autre part, parce que nous prendrons des coups rien qu'en voulant nous y maintenir. Nos forces, enfin, devront être frugales, parce que l'accès de la logistique au champ de bataille sera également rendu beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. La deuxième caractéristique principale de champ de bataille, c'est qu'il sera globalement plus transparent, ce qui est le résultat à la fois de la multiplication, mais aussi de la mise en réseau des capteurs du champ de bataille. Il sera plus difficile pour nos unités de se dissimuler sur ce champ de bataille, et pour entretenir l'effet de surprise, on devra posséder une capacité à neutraliser ou au moins à diminuer les effets des capteurs adverses. Inversement, ça nous pousse également à développer notre propre réseau de capteurs, à faciliter l'exploitation et à faciliter la diffusion de leurs informations en développant d'une part des outils d'analyse, un premier défi qui est bien connu, mais également toute la connectivité adaptée pour pouvoir diffuser l'information rapidement sur le champ de bataille. Troisième caractéristique, le champ de bataille sera plus exposé, avec comme caractéristique principale l'allongement des portées, mais également un certain nombre de méthodes innovantes, les attaques saturantes ou les armes à énergie dirigée qui vont nous pousser à revoir la manière dont on agresse l'adversaire. Première évolution essentielle de notre point de vue, la manière dont nous portons l'attaque, et puis deuxième conséquence essentielle à en tirer, la manière dont on se protège. Nous allons donc devoir, nous aussi, développer des armes aux portées accrues. Nous allons devoir nous doter d'un réseau de capteurs correspondant à cet allongement des portées, ce qui constitue un second défi. Et nous allons devoir réviser assez profondément l'équilibre que nous avons déterminé aujourd'hui dans le cadre de Scorpion entre protection, discrétion et mobilité. Puisqu'on est sur des points d'équilibre qui, dans 20 ans, seront profondément différents d'aujourd'hui. Quatrième caractéristique, le champ de bataille sera plus dynamique. Il va aller plus vite, avec une caractéristique fondamentale, c'est le développement à très grande échelle de la connectivité et du numérique. Ça, c'est une tendance qu'on a déjà sous les yeux, et c'est d'ailleurs le cœur de la transformation que nous commençons avec Scorpion. L'avènement progressif de l'intelligence artificielle avec une autonomie croissante des systèmes et un premier horizon de maturité pour de vrais systèmes autonomes. On est sur l'horizon 2040-2045. Tout cela va accélérer un certain nombre de processus, en particulier décisionnels, et on doit donc adapter notre organisation du commandement.
Ça nous ramène également au défi de l'accès et du maintien, au défi de la dureté de ce champ de bataille. On a besoin de revoir de fond en comble notre système de postes de commandement qui s'annonce totalement, en l'état actuel de ses capacités, inadapté au champ de bataille de 2040. Ça nous pousse à développer un certain nombre de moyens d'aide au commandement et ça nous pousse à porter encore plus loin le travail que nous avons amorcé sur la connectivité. L'enjeu, c'est pouvoir donner des ordres aux bonnes personnes au bon moment et l'enjeu, c'est également de disposer d'un système de commandement qui soit pleinement résilient. Alors, dépasser la vulnérabilité du numérique pour un système résilient. Et puis enfin, le champ de bataille de 2040, il sera profondément reconfiguré avec l'arrivée de la robotique. Puisqu'on est sur cet horizon de maturité de 2040 avec des systèmes automatisés qui auront enfin la possibilité de donner leur plein rendement. Pour nous, ça va non seulement changer la façon de se battre, mais ça va également changer l'organisation, l'économie du champ de bataille en elle-même. Le premier défi pour nous, c'est de développer une robotique de masse. Une robotique de masse qui associe des systèmes très haut du spectre, du très haut de gamme et de la haute performance, mais également des systèmes à bas coût. Parce que nous le savons déjà avec les systèmes d'aujourd'hui et de demain matin, mais les systèmes de demain soir et d'après-demain sur le haut du spectre auront des coûts équivalents, sinon supérieurs, aux systèmes habités. Or, il y a sur la robotique un besoin de masse qui est prégnant. Le deuxième aspect, dans une logique défensive, c'est qu'on doit développer également les moyens de lutter contre la robotique adverse, et tout particulièrement contre les attaques saturantes et les essaims qui se développent. Alors, ces tendances, on en a déjà beaucoup sous les yeux dans les conflits actuels. La guerre d'Ukraine en particulier nous montre déjà un certain nombre de choses. Et le programme Scorpion nous fournit une première série de réponses adaptées, avec un système de force médiane et légère, réactif, polyvalent, qui répond à l'essentiel de ces défis. Maintenant, on a besoin également de compléter les forces de Scorpion par des systèmes plus protégés, par des systèmes plus puissants, le renouvellement de notre segment lourd, nos chars de bataille, notre artillerie longue portée, qui vont arriver à un horizon de renouvellement dans le courant des années 30. On a des systèmes qui ont besoin de s'intégrer à une connectivité toujours plus performante et on a dans le courant des années 20 plusieurs horizons de maturité très intéressants avec le Cloud Far Edge qui nous permettent de porter la connectivité au-dessus du niveau micro-tactique et d'aller chercher une super connectivité au niveau de la brigade, de la division. Le deuxième aspect, c'est que ces technologies nous apporteront la résilience dont a besoin le système numérique pour encaisser les coûts que le système de commandement prendra à l'horizon 2040. Avec un dernier enjeu qui sera l'enjeu de l'interopérabilité et le besoin de poser dès aujourd'hui, dès les années 20, des premiers standards de normes d'interopérabilité pour être au rendez-vous dans 15 à 20 ans. Donc c'est de ce constat sur le champ de bataille futur et des besoins capacitaires qu'il fait naître qu'on a posé un besoin différent de la bulle opérationnelle Scorpion et en fait ce qui va être une autre bulle opérationnelle qui lui succédera véritablement. Et en fait cette démarche Titan, l'idée c'est bien de penser de façon cohérente notre segment de décision et notre connectivité à l'horizon 2040. Alors Titan c'est une étude capacitaire. Alors, le but c'est d'imaginer ce segment de décision, cette connectivité dans l'ensemble du système de force à l'horizon 2040, ce n'est pas une opération d'armement. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de reproduire, comme pour Scorpion, une opération d'armement unique et intégrant tout, ne serait-ce que parce que le périmètre couvert est immense. Vous avez des chars, des VCI, de l'artillerie, des hélicoptères, de la connectivité, voilà, et un programme d'armement unique ne pourrait pas le couvrir. L'idée, c'est bien de coordonner, c'est d'avoir une démarche qui nous permet de coordonner une myriade d'opérations d'armement entre elles. Donc ça, je voulais insister sur ce point parce qu'on est dans une logique assez différente de celle de Scorpion. L'ambition de Titan, c'est de répondre aux défis qu'on a évoqués à la diapo précédente. Il s'agit avant toute chose de pénétrer et d'opérer, de se maintenir dans les espaces les plus contestés. Et l'ambition qu'on va chercher, c'est pénétrer et durer sur un champ de bataille de haute intensité.
Cela concerne évidemment un large périmètre de capacité qu'on peut regrouper en deux grands piliers. Voilà, le premier pilier, ce sont nos principales capacités de nos forces lourdes, donc tout ce qui est combat de contact, le futur véhicule de combat d'infanterie qui succédera au VBCI, et notre système de combat principal, MGCS, qui viendra remplacer le Leclerc et quelques autres plateformes à l'horizon 2035. La frappe dans la profondeur, essentiellement par le prisme de l'artillerie, mais également par le moyen de munitions téléopérées à longue portée. Notre défense solaire d'accompagnement, l'aérocombat avec le successeur du Tigre, nos capacités génie et en particulier nos capacités de bréchage, voilà, pour pénétrer les dispositifs minés adverses, l'appui électronique et enfin les systèmes automatisés. Et puis le deuxième pilier, c'est tout le pilier connectivité que vous allez trouver comme base de tout cet ensemble, connectivité et cyber, voilà, avec un objectif premier qui est de renforcer le combat collaboratif et de faire passer le combat collaboratif du niveau ultra-local, un ensemble de blindés, un peloton de reconnaissance, une ou plusieurs sections d'infanterie, pour monter progressivement au niveau du battle group, au niveau de la brigade, au niveau de la division, et enfin d'aller chercher le combat collaboratif au niveau interarmé, avec de la frappe collaborative, multimilieu, voilà, avec les moyens de la marine et de l'armée de l'air. Un dernier enjeu, c'est pouvoir porter ce combat collaboratif encore plus haut et de le conduire en interallié. Et c'est un travail qu'on a déjà commencé entre Européens, puisque nous sommes de nombreux pays européens engagés dans la coopération structurée permanente de l'Union européenne sur le combat collaboratif qui vise à poser les normes de ce combat collaboratif européen à l'horizon 2040. Alors, on a choisi un périmètre extrêmement large pour Titan, pour une raison extrêmement simple, qui est une raison de cohérence d'ensemble. Le sujet d'aujourd'hui, ce ne sont plus des plateformes. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est plus une connectivité. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un système de systèmes. Et en fait, dans l'avenir, à l'époque de Titan, plusieurs systèmes de systèmes qui coexistent. Il y en a qu'on va développer et qu'on fera et qu'on développera nativement dans cette logique-là. Il y en a qui arrivent à peine en service aujourd'hui, ça s'appelle Scorpion, mais qui dans 15 ans, du point de vue de la connectivité, seront du legacy. Et ça se pense, ça s'organise dès aujourd'hui. Ensuite, cette cohérence, elle a pour but d'intégrer horizontalement sur tout le système de force toutes les capacités émergentes. Briques d'intelligence artificielle, robotique, cybertactique. Alors, on a prévu une conférence robotique demain après-midi, au même endroit, par notre OSEM robotique. Je vous invite à y venir, puisque justement, on vous développera la manière dont on construit progressivement entre 2025 et 2040 cette roadmap robotique. Et puis enfin, une collectivité qui devra être, qui aura besoin d'être plus agile, plus résiliente, alors à la fois adaptée aux engagements de très grande ampleur. Alors, je vous rappelle qu'une division OTAN, c'est 7000 mobiles. Donc un combat collaboratif à l'échelle de la division, c'est faire communiquer 7000 mobiles en haut débit. C'est un véritable défi. Et puis le deuxième défi, c'est le défi de la résilience. Alors, on a besoin sur ce champ de bataille d'avoir une connectivité qui soit, pour ainsi dire, immune aux coups directs de l'adversaire. Et en fait, c'est notre grande motivation pour aller vers le cloud tactique. Voilà, c'est aller enfin vers la reconfiguration dynamique de nos réseaux qui, quand ils prennent un coup, voilà, se reconfigurent automatiquement. Le dernier aspect de la démarche Titan, c'est qu'elle nous amène à revisiter la répartition des rôles sur le champ de bataille, la répartition des frontières traditionnelles entre l'infanterie, la cavalerie, l'artillerie, enfin, toutes nos fonctions opérationnelles traditionnelles. Donc ça, c'est un travail qu'on conduit cette année, donc on vous en parlera sur Eurosatori dans 2 ans, quand nous aurons abouti à quelques conclusions. Donc rendez-vous à 2 ans. Mais c'est important de le dire, on souhaite vraiment revenir sur nos architectures traditionnelles et penser différemment, au moins objectiver le fait que ces divisions habituelles du travail, cette division habituelle des tâches, demeurent pertinentes. Comment ça va se construire? J'ai un schéma barbare. Alors, le problème, c'est que vous avez un tout petit écran. Ça, c'est dommage. Alors, tant pis. Peu importe. Alors,
Le grand défi, c'est penser... L'autre grand défi, au-delà du concept, c'est penser la cinématique, la transformation de Scorpion vers Titan. La transformation Scorpion débute à peine, elle est déjà un défi en soi, et il faut qu'on pense d'emblée, qu'on pense nativement la cinématique sur les 15-20 années qui suivent. La partie du bas vous présente l'horizon calendaire de nos grandes capacités. La partie du haut, vous présente l'horizon calendaire de nos grandes capacités, nos plateformes, voilà, entre 2020 et 2045. En dessous de la flèche, la connectivité et le combat collaboratif. Alors, du point de vue des plateformes, notre temps immédiat jusqu'à 2030, c'est la montée en puissance de Scorpion. Voilà, avec la livraison de nos principales plateformes, le Griffon, désormais le Jaguar, le Serval, bientôt le VBE. C'est aussi la période durant laquelle on prépare les technologies nécessaires pour nos capacités Titan, avec toute une série de programmes technologiques de défense qui ont démarré ou qui démarrent sous l'égide de la DGA pour préparer cet horizon 2035. Le début des années 30, c'est la fin des livraisons Scorpion et c'est le début des premières capacités Titan qui rentreront progressivement en service, avec comme élément le plus visible évidemment MGCS qui arrivera autour de 2035. En cohérence autour de ces plateformes, on a la montée en puissance de la robotique qui viendra progressivement dans le cadre du programme Scorpion avec un objectif immédiat qui est l'intégration de la robotique Scorpion au combat collaboratif, donc l'intégration de la robotique à la connectivité. Puisqu'en fait, nous ce qui nous intéresse n'est pas tant d'avoir des robots sur le champ de bataille que d'avoir des robots bien intégrés au système de commandement sur le champ de bataille. Donc on a une ambition qu'on a baptisé Vulcain, une démarche qui vise à progresser en 2 temps, avec un premier temps en 2025, où on se dotera d'une robotique terrestre, une robotique roulante, qu'on mettra en service dans un certain nombre d'unités pilotes des forces terrestres, qui seront des unités pleinement déployables. Et puis un deuxième temps, à partir de 2030, où on ira chercher directement une robotique plus haut du spectre, généralisée dans les forces terrestres. Ensuite, le deuxième grand volet, c'est la connectivité. Alors, avec la montée en puissance du combat collaboratif que je mentionnais tout à l'heure, 3 grands axes. Le premier grand axe, la hausse progressive des niveaux de combat collaboratif, c'est-à-dire des fonctions qu'on offre aux combattants. Dès à présent, sur nos blindés Scorpion, vous pouvez aller vous le faire présenter sur le stand de l'armée de terre, sur nos Griffons ou sur nos Jaguars, c'est les fonctions d'autoprotection qui seront disponibles à partir de l'année prochaine, puisqu'on a des tourelles qui sont dotées des capteurs et d'une algorithmique qui est intégrée à partir de cette année. On disposera à partir de 2025 environ de la protection collaborative, c'est-à-dire la capacité qu'ont les blindés à l'intérieur de l'unité tactique de s'alerter entre eux et de se mettre en direction de combat. Alors, ce qu'on va chercher pour ça, ce ne sont plus les senseurs, ce ne sont plus les blindés, tout ça on l'a, c'est la connectivité, c'est l'UHF dans les radios tactiques. Et la troisième grande fonction qu'on ira chercher à partir de 2025-2027, c'est l'agression collaborative. Et en fait, c'est le point de rencontre entre les blindés de la gamme Scorpion, les missiles MMP et la connectivité qui permettront le tir au-delà des vues directes dans l'unité tactique. Donc ce qu'on va aller chercher, c'est d'abord l'accroissement du niveau de combat collaboratif. Et ce qu'on ira chercher ensuite, c'est l'étendre à la grande unité, à la brigade et ensuite à la division, de manière à donner accès aux unités au contact, aux feux interarmés, et en sens inverse, d'apporter aux feux interarmés des objectifs au contact avec une boucle capteur-effecteur qui sera réduite à quelques minutes. Alors, le temps technique, en fait, des systèmes de commandement. Le troisième axe, c'est le durcissement face à la guerre électronique et au cyber, qui est une démonstration que je n'ai pas besoin de faire, je vais passer vite là-dessus, et il y aura une des 4 conférences prospectives de l'armée de terre qui traitera en particulier cet aspect-là. Cette montée en puissance du combat collaboratif, elle va s'appuyer sur une évolution progressive de notre connectivité, entre la connectivité Scorpion qui se met en place aujourd'hui et celle de Titan. Le jalon clé, c'est 2030,
avec la mise en place, la maturité, et donc la mise en place des différents niveaux de cloud de combat, avec un cloud terre qu'on voit à 3 étages, un cloud de niveau opératif, un cloud de niveau tactique, le battle group, la brigade, et le cloud ultra local, voilà, qui est nécessaire à l'hyperconnectivité entre les plateformes pour aller chercher l'agression collaborative. Pour réaliser cette démarche vers 2040, on a amorcé une démarche capacitaire qui est illustrée très schématiquement en haut, en 2 temps. Alors, on se trouve aujourd'hui dans la phase d'orientation du besoin. Donc on a posé du concept, c'est Action terrestre future, que j'ai évoqué tout à l'heure, que pas mal d'entre vous doivent connaître. C'est ensuite le travail conceptuel, les concepts capacitaires de Titan, qu'on travaille en ce moment même avec la DGA. Et ce sont tous les concepts applicatifs, le concept Vulcain pour la robotique, un concept applicatif sur l'intelligence artificielle, un concept applicatif sur le tir au-delà des vues directes, etc., etc. C'est un dialogue que vous pouvez avoir avec l'armée de terre, en particulier avec le JCAT. Si vos entreprises travaillent tel ou tel aspect du système de force, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec le JCAT pour travailler cela avec nous. Il y a des ateliers régulièrement. L'enjeu de tout cela, c'est de travailler le besoin militaire. Notre priorité, c'est de travailler correctement le besoin militaire pour penser ce système de système extrêmement complexe au juste besoin, parce qu'il faudra se le payer. Ensuite, le deuxième temps de ce travail, ça sera une première série d'études. C'est une première série d'études qui ont commencé, qui vont se poursuivre sur plusieurs années, de manière à isoler, à identifier les meilleures solutions technologiques, les plus appropriées et les plus accessibles. Ensuite, on rentrera dans une phase de développement, avec en particulier une phase de démonstrateur. Donc ils viendront en particulier cette phase de démonstrateur, elle viendra par les programmes. Et encore une fois, Titan, ce n'est pas un programme d'armement. Titan, c'est une démarche de cohérence. Et justement, c'est à travers les programmes qu'on fera monter les démonstrateurs, MGCS en particulier. Et puis, viendront avant 2030 le lancement et la réalisation des opérations constituantes de Titan, qui permettront de concrétiser très progressivement une ambition. Parce que si vous avez suivi mon propos, vous comprenez que Titan est quelque chose qui va se mettre en place de manière progressive. Alors, le principal, c'est que ça se mette en place de manière cohérente. Alors j'en termine. Bon, vous constatez que l'armée de terre s'est lancée avec Scorpion dans une modernisation qui est très ambitieuse, qui ne couvre pas le système de force dans son entier. Et on commence à peine cette modernisation Scorpion, qu'on commence déjà à penser la phase suivante de la modernisation. L'ampleur du sujet, l'évolution rapide du contexte fait qu'on est obligé de concevoir tout cela très méthodiquement, de manière très posée et de manière à poser des choix qui soient des choix sûrs. Ça, c'est un enjeu qui est majeur parce qu'on a besoin de penser aujourd'hui un cycle industriel qui est un cycle long, alors que les composants du système sont sur des cycles technologiques qui sont en train de se raccourcir. Voilà. Donc on fait preuve d'un maximum de méthode de manière à poser de bons choix. Cette conférence, vous pouvez l'approfondir sur le stand de l'armée de terre. Il y a un petit espace qui s'appelle Scorpion la suite, qui vous présente, vous avez des petits films sur un certain nombre de démonstrateurs qui sont en cours, qui préparent Titan. Et vous avez surtout en permanence un officier, un de mes officiers Titan, et un ingénieur de l'armement ou un architecte qui sont là pour répondre à vos questions de détail sur Titan. Donc surtout, n'hésitez pas à aller approfondir sur le stand. Après cette première conférence qui pose un cadre extrêmement général, on a une série de conférences qui vont aller dans le détail des objets de Titan ces prochains jours. Donc vous trouverez sur l'écran à la sortie le détail de ces conférences qui concerneront les feux longue portée, la défense solaire basse couche et la lutte anti-drone, la robotique, la connectivité et le combat collaboratif et l'aérocombat futur. Alors, j'espère avoir réussi à être clair, parce que c'est quelque chose qui est
très large, très ambitieux. J'ai essayé de le faire peu technologique, voilà, et je suis donc disposé à répondre à vos questions. Alors allez-y. Okay. If I may ask in English, so for Titan, what percentage do you envision robotic systems versus manned systems? Okay, the first question is robots what for? And we are not that sure about the answer so far. So we are currently thinking the military requirement in very broad terms. You mean running robots, not flying robots? Okay. Robots, automated systems, let's call them this way. Automated systems will provide many different things. It will provide safety, that's the first path. It will provide endurance, second path. It will provide mass. For me, it would be the three key qualities we'll seek in automated systems. What's extremely difficult is that automated systems, higher spectrum, are outrageously expensive and are going to be for many years to come. So, thinking the military requirement, we must also identify where we need automated systems, upper level, and where we need very basic things. So I'll take a very simple example. ISR drones. In 2 or 3 years, an ISR drone with embedded AI will cost within hundreds of euros or dollars. We don't need technology for that. For the platoon or company level mini drone, we need very basic things. On the opposite side, if we think counter battery, we will need a very complex system to look after the enemy long-range artillery. And that will be a very complex system of systems with ISR drones, loitering ammunition, etc., etc. So that's why it's difficult to answer. But analyzing the value is giving you very immediately credible ways and much less credible ways. I don't believe we'll have robots, combat robots in mass in the land forces before a relatively long time, just because mastering the chain of mission will be outrageously expensive. Let's make it simple. Today, a running robot, 4-wheel drive, with a turret, with a 20 millimeters gun, and a secure and redundant chain of mission is something like $600,000, $700,000. It's the price of an armored vehicle. Okay, so let's take our time. Let all this matter, and then we'll see. Then we'll see. Does it answer? Merci, Viviane Machy avec Defense News. Je vais aussi poser ma question en anglais. One question and one clarification for you. Might we see funding requests for Titan in the next PME coming up this year? Might we see some numbers coming out for funding? And if not, when might we see those? And second, I also wanted to ask, when you talked about the maturity of super connectivity coming up in 2030 or so, can you describe for us a bit more how you define super connectivity versus connectivity? Merci beaucoup. Okay. Is there funding? The answer is yes. How much? The answer is I won't tell you, okay, because it's something that belongs currently to the DGA. So don't hesitate to go visit our architect on the Titan exhibition. Oh.
It's beyond my budget perimeter, so I prefer not to answer. What is superconnectivity? Superconnectivity is 5G in a backpack. To make it extremely simple, it's 5G in a backpack. And distribution of data. The second key aspect is distribution of data. Troop in the field, troop in contact needs to know almost in real time what are the available resources to strike. And what we cannot do today with very hierarchical networks, we need to open the networks horizontally. So that's what we started with Scorpion. That's the basic idea of Scorpion. You horizontalize your networks. What's missing for the next leap is le débit, speed, high-speed networks. High-speed networks will come two ways. First, it's UHF. VUHF radios. That's why we made contact with Thales. That's the basic idea. That's the very origin of contact, VUHF. And what we also need is automated. La traduction, là j'ai un trou. La reconfiguration dynamique des réseaux. No, not mesh. Scorpion is already mesh. Quelqu'un a la traduction dans les oreilles? J'ai un trou en anglais là. Dynamic Network Reconfiguration. Thank you so much. Wow, that's called cloud computing. Okay. The problem we have is that FarEdge only interests Army people. Oh. For 5G, I mean, you need infrastructure networks. So we need to take the infrastructure with us on the platform in the backpack. So the question is not if, we do need it. The question is not when. We know that all this takes place by the end of the decade, just for technological reasons. The question will be funding and cooperation. So all this works only if we have superconnectivity. It's objectively accessible. It's something we know, we're sure. Because of Scorpion, we've been working on all that for many years, and we have quite an accurate vision. The question is how. Does it answer? Okay. Merci. Le cœur de Titan, c'est un 6 caisses étendu à d'autres plateformes ou c'est quelque chose de différent? Alors la réponse c'est je ne sais pas. Et en fait on va y réfléchir dans les années qui viennent. On continue en français. La manière de poser la question, c'est l'autre manière de poser la question, c'est est-ce qu'on va vers une unification des systèmes d'information? Est-ce qu'on va vers une unification de la connectivité? Alors, la réponse à la première question, c'est je ne sais pas, sans doute. La réponse à la deuxième, c'est certainement pas. Ce que je sais, à cause des caractéristiques même du champ de bataille de demain, c'est que j'aurai besoin de satellitaires, j'aurai besoin de faisceaux hertziens, j'aurai besoin de LTE, j'aurai besoin de HF et j'aurai besoin de VUHF, j'aurai besoin de tout. J'aurai besoin de laser, enfin de communication optique. Alors, parce qu'en fait, j'ai besoin d'un système résilient. Donc on est clairement sorti de l'époque du tout satellitaire, c'est une illusion qui maintenant est derrière nous, et on va chercher au contraire à combiner un maximum de modes pour avoir un maximum de redondance. Alors, la question qui va se poser, c'est quel sera le dosage de ces moyens, et derrière, est-ce qu'on va vers un réseau unifié? Et là, sans doute oui, mais là pour le coup, c'est difficile de dire aujourd'hui les choix qu'on posera parce que les choix d'architecture sont en train de se faire. Alors, je ne vous sens pas convaincu. Si? Autre question? Oui, bonjour.
Vous avez présenté une démarche extrêmement structurée en partant du concept stratégique pour ensuite aller au final au développement des programmes. Comment vous intégrez les nouveautés en fait qu'on peut découvrir par exemple en Ukraine? Comment vous intégrez ce rétex au fil de l'eau dans cette démarche? Alors, la première chose, c'est que l'avenir, ça n'arrive pas tout seul. Ça se construit. Si en 99, mon prédécesseur, pour lequel j'ai une admiration extrêmement profonde, n'avait pas eu cette intuition absolument géniale du champ de bataille connecté, aujourd'hui, on aurait des chars, des véhicules de combat d'infanterie et des radios HF. Donc la première chose, c'est que l'avenir, ça se construit. Et ce serait une erreur extrêmement grave que de se laisser porter par l'innovation. Premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que tout ce que nous avons sous les yeux en Ukraine confirme ce à quoi nous travaillons depuis 20 ans. On a un avantage, c'est que nous, on l'a conçu comme un système de systèmes. Il y a des choses très intéressantes qu'on voit en Ukraine en matière de boucle capteur-effecteur. Il y a des choses intéressantes. Mais c'est fait avec les moyens du bord. Bon, il y a du talent, hein. Ils sont très forts. Ils sont très très forts. Mais ça reste bricolé. C'est pas durci, par exemple. C'est pas durci. On parle beaucoup de Starlink. Ce que fait Starlink pour l'Ukraine. Oui, enfin Starlink, c'est pas durci. C'est quand même moins bien que le satellite militaire qui a été pété d'un coup de cyber le premier jour du conflit. Alors, donc tout ça, ça se travaille. Ça, c'est mon deuxième élément de réponse. C'est qu'il est très important de concevoir le système à la mesure des menaces qu'on voit monter. Ensuite, pour intégrer l'innovation au fur et à mesure, il faut être capable de dire, et c'est tout le travail qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui de toute façon va advenir? Que faut-il qu'on travaille de toute façon? Alors, ça va de certaines approches opérationnelles jusqu'à certaines briques technologiques fondamentales sur les matériaux. Et puis, quelles sont les choses où il faut garder des portes ouvertes parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. C'est toute la difficulté de l'exercice. J'aimerais avoir le même argent que la DARPA, mais hélas, voilà, nous n'avons pas les mêmes moyens, donc on a besoin de concentrer nos efforts. Et en fait, tout ce travail de construction capacitaire vise à identifier les champs où on sait qu'on peut se permettre d'aller capter de l'innovation et où on sait, ça c'est le deuxième aspect, qu'il y en aura. Je vais prendre l'exemple du cloud computing. Le cloud computing Far Edge, il y a 10 ans, on lisait dans la presse que tout le monde y allait. Personne n'y est allé, pour une raison simple, c'est que les investissements sont lourds et que, objectivement, mis à part nous, déployer des bulles 5G de circonstances, hein, c'est ce que ça veut dire, ça n'intéresse objectivement que des militaires. Voilà. Et donc tout ce travail d'orientation capacitaire vise justement à identifier les champs où il faut mettre des moyens étatiques en recherche fondamentale, en recherche et développement, et les endroits où on pourra se laisser porter. À l'arrivée des courses, la question fondamentale pour nous, ce sont des rendez-vous de cohérence. À peu près tous les 5 ans, on a des moments où un certain nombre de technos viennent converger. Et il faut qu'on tienne le calendrier. Donc il y a des endroits où on peut se laisser porter, et il y a des endroits, en fait les plus nombreux, où il faut qu'on s'organise pour être sûr d'être au rendez-vous. Et je reviens à l'idée du début, c'est la raison pour laquelle l'avenir se construit. C'est-à-dire que si on veut, dans 20 ans, avoir un vrai champ de bataille interarmé en temps réel, concrétiser au niveau interarmé ce champ de bataille connecté qu'on avait imaginé il y a 20 ans, il faut s'y prendre dès aujourd'hui. Parce que c'est un projet d'ampleur industrielle. Oui. Bonjour, merci. Est-ce que, à l'échelle internationale, on a des choses similaires que ce programme Titan? Est-ce que des pays ont fait les mêmes choix que vous ou justement des choix opposés? Ou vous en êtes à peu près à l'instant T comparé, on va dire, à d'autres pays? Alors, cette volonté de désiloter
le C2, d'aller vers le combat collaboratif, ce qu'on a sous les yeux, c'est qu'il y a 2 pays qui sont engagés dedans, résolument, et pour qui c'est un choix capacitaire structurant, ce sont les États-Unis et la France. Alors, où en fait on a placé ce thème du combat collaboratif, cette question assez fondamentale de connectivité au cœur du discours et au cœur de la construction, c'est les États-Unis et la France. On a des visions en doctrine qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais si vous comparez Scorpion et Mosaic Warfare aux États-Unis, finalement vous avez des choses qui ressemblent un peu. Alors, nos besoins sont assez différents. On ne regarde pas l'objet à la même échelle. On a fait le choix, par exemple, en France, de partir de tout en bas, de partir de la plateforme. Voilà. Là où les États-Unis partent un niveau au-dessus, mais on a 2 démarches assez similaires. Ailleurs, vous avez des démarches de mise en réseau, mais qui s'architecturent différemment. Et en fait, ce choix de placer la connectivité au centre est un choix qui est assez spécifiquement français et américain. Alors, c'est une des difficultés, c'est qu'on n'a pas beaucoup de benchmarks. Alors, Thank you very much, John Creswell, British Army. In your excellent presentation, you talked about command posts, which I think is a fundamental part of the proposition, and something we risk not paying enough attention to. So you talked about the inadequacy of the CPs of the moment. Can you offer us a little more? What is your current thinking about how the future of land command might look as part of this proposition? Thank you. So command posts of the future. Let's say 3 main directions. The first is to protect the command posts. Hard protection. So we need to be able to dig. We need to be able to deploy in underground parking lots, armored buildings, etc. We must reinforce the immediate protection of CPs against drones, loitering ammunitions especially. No, let's say hardware. The second main direction is to reduce significantly their signature. Visual signature, electromagnetic signature, and we have several interesting paths to follow. The first thing we've got to do, and we'll try to do it as quickly as possible, is optical communications. It's difficult in open public. We need to separate radios from CPs. And optical comms are a very, very credible solution. And finally, it could come relatively fast. We also work optical comms with space, because a very good way to bypass the electronic warfare and to be much, much more discreet is to communicate with space through laser. So it's also something we're considering. The last direction is that CPs must be suppressible. If you lose a CP, no big deal. That's one of the key benefits we expect from tactical cloud. If your bus can be suppressed and the combat continue, well, you've not solved the whole of the problem, but at least you won't break the maneuver because of the suppression of a level of command. So we need cloud computing for that. We really need it for that. There is no magic solution. We'll have a key problem, which will be the size of planning structures. So that will probably be dug very, very deep in the ground.
and you will have forward, which will be much later than it is today. We've made a choice in the French Army, which is to put the CPs under armor. All battle group and brigade CPs are under armor. So it's something that will continue for the years to come, because it also provides mobility. That's another key aspect. It's an extremely tricky question. There's technology inside which makes it even more tricky, but it's something we would love to start relatively soon. We have time for one last question. Est-ce qu'il y a des discussions avec les collègues de l'armée de l'air autour de SCAF, ou est-ce que c'est déjà assez complexe comme ça? Non, au contraire, on travaille tous ces sujets-là en cohérence. Justement, ça comprenons-nous bien, l'enjeu de formaliser la démarche Titan, c'est précisément de permettre le rendez-vous en 2035-2040 de tous ces monstres. Donc on s'y prend dès aujourd'hui. En particulier, vous avez une connectivité interarmée qu'il faut mettre sur les rails, qu'il faut concrétiser à la fin de la décennie. Donc ce sont des choses qu'on travaille en parallèle. Donc, vous avez des équipes programmes pour SCAF, pour Titan, etc. Et vous avez en parallèle tout un travail de cohérence capacitaire qui est fait avec la DGA pour s'intéresser aux interfaces et veiller à ce que les différents points de rendez-vous des 15-20 années qui viennent soient bien tenus. Non. Justement, on le pense ab initio. C'est parce qu'il y a des objets de cette taille-là qu'on est obligé de le penser ab initio. Sans regret. Bien. Bon après-midi, bon salon. It was a pleasure, and enjoy your stay in Paris for those who come from overseas.